Pèlerinage 2012, le premier convoi de la filière gouvernementale s'est envolé hier soir pour la Mecque. Ils étaient 300 pèlerins à embarquer dans le premier avion. Ils ont été salués à leur départ par 3 membres du gouvernement. L'Union européenne au chevet de l'axe ferroviaire Cati-Falémé, 356 millions de francs CFA seront investis dans la protection de l'environnement et du patrimoine collectif sur ce axe. Le lancement du projet a eu lieu ce matin à Djogar. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Nous sommes jeudi 27 septembre. Je vous souhaite la bienvenue à cette édition que nous ouvrons avec le Conseil des ministres, tenu ce matin sous la présidence du chef de l'État par intérim, professeur Djangouda Traoré. Ibrahima Djombili pour nous livrer le contenu du communiqué. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Niania. Très heureux de vous retrouver pour la lecture du Conseil des ministres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance autorisant l'approbation de la 14e révision générale des quotes-parts des États membres du Fonds monétaire international FMI et des amendements des statuts du FMI sur la réforme du Conseil d'administration tels que prévu par la résolution 66-2 du Conseil des gouverneurs du FMI du 15 décembre 2010. Le Fonds monétaire international FMI, institué en 1945, vise à promouvoir la coopération monétaire internationale, faciliter l'expansion et l'accroissement harmonieux du commerce international et contribuer ainsi à l'instauration et au maintien du niveau élevé d'emploi et de revenus réels, de même qu'un développement des ressources productives de tous les États membres. Pour atteindre cet objectif, le FMI doit disposer de ressources financières nécessaires qui sont constituées principalement du capital souscrit par les pays membres, chacun à concurrence de sa quote-part. Le Conseil de gouverneurs, organe de décision suprême du FMI, procède tous les 5 ans au moins à la révision des quotes-parts des États membres. À cet effet, il a procédé à une nouvelle répartition des quotes-parts. À l'occasion de cette nouvelle répartition, les quotes-parts ont été doublées et sont passées de 238 milliards 400 millions à 477 milliards 800 millions de droits de tirage spéciaux. La quote-part de la République du Mali sera de 186 millions 600 000 de droits de tirage spéciaux. Quant à la modification des statuts du FMI, les amendements concernent l'élection des administrateurs et de leurs suppléants, d'une part, la taille et la composition du conseil d'administration, d'autre part. Les statuts du FMI prévoient 2 types d'administrateurs, ceux qui sont désignés et ceux qui sont élus. En vertu de l'amendement proposé, les administrateurs ne pourront plus être désignés, mais élus. Concernant la taille et la composition du conseil d'administration, le nombre des administrateurs qui étaient devant a été porté à 24. La révision générale ainsi proposée vise à augmenter les ressources financières du FMI et à éviter un grand déséquilibre entre le poids du vote des différents administrateurs. Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative chargé des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant réglementation de la signalétique institutionnelle et de la signalisation du jalonnement des bâtiments des services publics de l'État. Dans le cadre de l'application de la loi du 19 janvier 1998 régissant les relations entre l'administration et les usagers des services publics de l'État, le gouvernement a commandé une étude sur la signalétique institutionnelle et la signalisation du jalonnement des bâtiments administratifs. Il ressort de cette étude notamment le manque de cohérence et d'harmonisation en matière de signalétique institutionnelle, la quasi-inexistence ou la discontinuité du jalonnement de proximité pour les bâtiments administratifs, l'inexistence ou presque de panneaux de direction, les difficultés d'identification des services publics. Le projet de décret adopté vise à corriger ces insuffisances. Il prévoit l'inscription du nom des services publics et des institutions en français et en langue nationale selon l'ère linguistique, définit les différentes terminologies en la matière, réglemente la forme et l'implantation des panneaux de signalisation et de jalonnement. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère du Travail, de l'Emploi
et de la formation professionnelle, conseiller technique. Monsieur Soumana Satao, administrateur du travail et de la sécurité sociale. Chargé de mission, monsieur Jamal El Oumrani, économiste. Au titre du ministère de la Communication, chargé de mission, monsieur Mamadou Lamine Kone, juriste. Au titre du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, chef de cabinet, M. Modibo Serita, ingénieur des eaux et forêts. Chargé des missions, M. Alaï Ouma Guino, gestionnaire de projet, M. Missa Samake, ingénieur électromécanicien. Mme Terra Fantatera, ingénieur urbaniste. Au titre du ministère de l'Artisanat et du Tourisme, en conseil technique, M. Boubacar Nafougou, administrateur du tourisme, M. Tidjani Diara, ingénieur de l'agriculture et du génie rural, chargé de mission, Mme Hati Younoussa Maïga, journaliste, M. Abdallah Ag Idias Imik, inspecteur des finances, M. Demba Koulibaly, gestionnaire de l'environnement, inspecteur en chef de l'inspection de l'artisanat et du tourisme, M. Modibo Sissé, administrateur du tourisme. Au titre du ministère des Affaires religieuses et du culte, chef de cabinet, M. Bakari Danyoko, expert conseil en ressources humaines. Conseil technique, M. Paul Kone, administrateur civil, Mme Sissé Zeynab Keita, professeur d'enseignement secondaire, chargé de mission, M. Habib Khan, professeur d'enseignement secondaire, M. Abdelaziz Mahamadou Maïga, professeur. Nana Aliou, à vous. Merci Ibrahima. Et la suite de ce journal, direction New York pour la 67e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Une réunion de haut niveau sur le présent et l'avenir du Sahel avec une attention particulière pour le Mali s'est tenue hier mercredi. Tous les participants sont unanimes. L'occupation du territoire malien par des groupes armés, les violations des droits de l'homme qui y sont perpétrées sont inacceptables. La France a demandé à l'ONU une autre résolution permettant cette fois-ci d'intervenir militairement au Mali conformément à une requête formulée par nos autorités. Le point vers une reprise de la coopération entre notre pays et les institutions de Bretton Woods, le ministre de l'économie, des finances et du budget, Tchéna Koulibaly, en visite aux États-Unis, s'est entretenu avec les responsables du FMI et de la Banque mondiale. Au terme de la rencontre, il ressort que très bientôt, une nouvelle mission des institutions financières se rendra à Bamako. Pour plus de détails, écoutons le ministre de l'économie, des finances et du budget, Tchéna Koulibaly, est au micro de Salif Sanogo. Je suis venu donc ici à Washington rencontrer les autorités du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale pour faire le point des relations entre ces deux institutions et le Mali, faire le point avec elles en vue de la reprise de la coopération entre les deux institutions et le Mali. Le gouvernement du Mali a justement, depuis sa mise en place le 24 avril, entrepris plusieurs démarches pour le retour de tous les partenaires, mais en particulier de ces deux partenaires baromètres. Nous avons été heureux de recevoir déjà à Bamako au mois de juin 2012 une délégation de la Banque mondiale qui est partie pour une évaluation de la situation. Nous avons ici aussi été heureux des contacts que nous avons eus avec le Fonds monétaire international à travers des vidéoconférences pour la révision du budget 2012 et la préparation du budget 2013. Donc la mission que j'ai effectuée à Washington est une étape de plus et elle est conclue par la décision de ces deux institutions de continuer le dialogue à un autre niveau, celui d'envoyer des délégations à Bamako pour continuer à discuter avec nous, mais de manière un peu plus proche encore de la reprise formelle de la coopération que j'espère pour très bientôt. En tout cas, moi, j'ai rencontré beaucoup d'ouverture au niveau de toutes les autorités que j'ai rencontrées, aussi bien au niveau du fonds que de la banque, et je peux donc dire que nous travaillons ensemble dans la confiance. Et donc je peux vous annoncer que au mois d'octobre
une mission de la Banque mondiale sera à Bamako. Elle va non seulement travailler sur tous les projets qui sont déjà en cours, mais aussi sur de nouveaux projets, et parmi lesquels un projet très important sur les filets sociaux, c'est-à-dire un projet d'assistance aux populations les plus démunies. Et au mois de novembre, la délégation du Fonds monétaire, qui va être dirigée par le chef de la mission, va partir à Bamako pour discuter avec nous d'un programme à mettre en place. Il s'agira, en cette occasion-là, entre eux et nous, de décider si nous continuons sur le programme qui était déjà en cours avant le 22 mars, qu'il faudra dans tous les cas adapter à la nouvelle situation, ou si nous allons convenir d'un nouveau programme. Voilà, Tchina Koulibaly qui est au micro de Salif Sanogo. Coopération, toujours, le président de la République par intérim, le professeur Djankoula Traoré, a reçu cet après-midi un envoyé spécial du Premier ministre d'Australie. Au cours de cette audience, les deux personnalités ont abordé plusieurs sujets dans le cadre du développement de la coopération, notamment dans les secteurs de l'agriculture et des mines. William Fasher, à sa sortie d'audience, est au micro de Amadou Ouattara. Le Mali, pour nous, c'est un pays un peu privilégié parce que l'Australie est un pays un peu comme le Mali. C'est un pays de saison sèche, c'est un pays minier, comme vous. Et alors, donc la première chose, je suis venu pour dire que l'Australie cherche à être un pays utile pour le Mali. Nous cherchons bien à savoir où sont les priorités du Mali, dans quel chemin, dans quel champ faut-il faire quelque chose. Et donc nous avons reçu de bonnes indications de la part du président et de votre gouvernement sur les priorités du Mali et là, pour les actions que l'Australie doit suivre. Vous avez parlé des mines. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Le secteur minier, évidemment, il y a aussi des compagnies australiennes qui sont actives au Mali et sont très contents de leur action au Mali. C'est la première chose. Deuxième chose, sur le plan gouvernemental, nous avons fait un bon nombre de bourses aux Maliens, surtout dans la gouvernance du secteur minier, parce qu'il est important et très important quand on a, comme nous aussi, l'Australie, nous sommes un pays minier, il faut avoir un bon système de gouvernance, soit en ce qui concerne les génies, soit en concerne les finances. Donc, dans ces deux secteurs-là, l'Australie a invité un bon nombre surtout des fonctionnaires maliens à venir étudier les possibilités de mieux gérer le secteur minier ici. Pèlerinage 2012, le premier convoi de la filière gouvernementale a quitté Bamako hier soir pour l'Arabie Saoudite. 300 pèlerins étaient à bord du premier avion. 3 membres du gouvernement ont assisté au décollage en présence de notre reporter Tchemoro Sagara, compte rendu. C'est à 20h20 que l'avion de la compagnie Aero Atlantique a décollé de l'aéroport international de Bamako-Sénou. À son bord, 300 pèlerins de la filière gouvernementale pour les lieux saints de l'islam. Ces fidèles musulmans satisfaits de l'opération font des bénédictions pour eux-mêmes et pour le pays qui en a tant besoin. On prie pour le pays, pour la tranquillité du pays, la sérénité du pays, que le pays retrouve sa paix très rapidement. Nous prierons pour ça. Je vais aller pour faire des prières, des bénédictions pour moi-même, ma famille et tout le pays. À part le problème d'horaire de ce matin, je n'ai pas eu d'autres problèmes. 3 membres du gouvernement ont assisté au départ de ce premier convoi de la filière gouvernementale. Les ministres se sont aussi entretenus avec les membres de l'équipage avant de livrer leur message aux futurs Adja et Elhaj. Le message que nous voulons transmettre à nos pèlerins ce soir, c'est de prier beaucoup pour le pays, pour nous permettre de retrouver la paix et la stabilité. Donc c'est ce que nous avons demandé à nos pèlerins. Mais aussi, nous nous rendons compte avec satisfaction que toutes les dispositions sont prises et que les pèlerins voyageront dans de bonnes conditions et l'accueil aussi se fera dans de bonnes conditions. Selon les membres de l'équipage, il faut 6 heures de vol sans escale pour arriver à Jeddah pour l'édition 2012 du Hajj
Le groupement El Madina Voyage Nasser transporte près de 1300 pèlerins de la filière gouvernementale. Et bon voyage à tous les pèlerins. Les femmes de toutes les confessions religieuses du Mali étaient réunies ce matin à Bamako. Objectif, prier pour le retour de la paix au Mali. La rencontre a été une occasion pour ces femmes de faire une déclaration dans laquelle elles demandent aux uns et aux autres de se donner la main pour un Mali apaisé. Sorona Kamisoko a suivi cette journée de prière. À l'unisson, les femmes de toutes les confessions religieuses prient pour le retour de la paix au Mali, car sans paix, il n'y a pas de véritable développement. C'est pourquoi d'ailleurs les femmes ont répondu présentes à cet espace de communion. Nous nous sommes réunis pour réellement former l'unité dans la diversité, pour prier notre Dieu créateur de nous exaucer afin que cette crise que nous vivons au Mali prenne fin. Je voudrais appeler tous les Maliens à l'application stricte de cette laïcité, au respect entre les différentes confessions. Pour la résolution des crises au Mali, la présidente des femmes musulmanes du Mali prône le dialogue. Nous souhaitons vraiment très sincèrement que la paix revienne au Mali, sans effusion de sang, sans combat. Alors nous ne souhaitons pas que la guerre se passe sur notre sol. Ce rendez-vous des femmes du Mali vient renforcer une fois de plus les actions entreprises par le gouvernement dans le cadre de la libération du nord du Mali occupé par les bandits armés. Nous sommes enclins à la recherche de cette paix, vu nos rôles régaliens de femmes au sein des familles, des communautés et dans les pays en matière de conciliation, d'entraide et d'unité entre les cœurs. À l'issue de cette journée, les femmes ont fait une déclaration dans laquelle elles demandent aux uns et aux autres de s'unir pour un Mali apaisé et prospère. L'ambassadeur du Japon au Mali a été reçu en audience ce matin par le président de l'Assemblée nationale par intérim. Masahiro Kawada, en fin de mission, est venu remercier les autorités et le peuple malien. Par ailleurs, le diplomate a déploré la suspension momentanée de cette coopération suite aux événements survenus dans notre pays. Masahiro Kawada, à l'instar des Maliens, souhaite la reprise de ce partenariat dans un futur très proche. Il a été reçu ce matin en audience par le président de l'Assemblée nationale par intérim, l'ambassadeur du Japon en fin de mission au Mali, Masahiro Kawada. Le président par intérim de l'Assemblée nationale et les membres de la commission de défense se sont rendus à Kati pour discuter avec le capitaine Amadou Aya Sanogo sur les conditions de vie des hommes et les préparatifs de la prochaine montée au nord du pays. Après des échanges, les députés ont sillonné la caserne de Kati avec le capitaine Sanogo. Le président par intérim de l'Assemblée nationale, Younousi Touré, nous donne ici ses impressions. Au terme de cette visite, il est au micro de Mariam Sagara. L'armée vit dans des conditions extrêmement difficiles. Les maisons des militaires que nous avons vues, les conditions que nous avons vues ne sont pas acceptables. Et c'est des conditions déplorables qui existent depuis des années. Le matériel militaire que nous avons vu, un effort considérable a été entrepris depuis quelques mois pour les mettre, n'est-ce pas, à niveau. Beaucoup ont été réparés, ils sont en mesure aujourd'hui de fonctionner et nous félicitons vraiment notre armée pour cela. Nous avons vu le centre médical, l'armée, nous avons vu que les travailleurs, comme les malades, sont dans des conditions extrêmement difficiles. Ça a été pénible pour nous. C'est vraiment dans un état très difficile à concevoir après 52 ans d'indépendance. Nous avons une commission défense. Cette commission défense, depuis des années, a demandé à rencontrer, n'est-ce pas, la hiérarchie militaire pour visiter les conditions de travail de l'armée. Depuis 2 ans, notamment, cette commission n'a pas été autorisée à visiter les camps militaires, ni été autorisée à visiter les camps. L'Assemblée nationale est en phase avec son armée aujourd'hui pour que l'armée soit dans les meilleures conditions. Parce que la situation de notre pays l'exige. Pour que l'armée soit dans les meilleures conditions pour défendre notre territoire, pour récupérer les zones occupées
pour soulager les populations qui sont sous la férule des groupes armés. L'Assemblée nationale veillera à ce que les budgets qui seront présentés par le ministère de la Défense, que ces budgets soient étudiés et mis à niveau pour répondre aux besoins de défense d'un pays qui veut se moderniser, d'un pays qui veut assurer sa sécurité. Sur un tout autre plan, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain, 28 septembre 2012, la journée mondiale de lutte contre la rage. La rage est une maladie virale causée par des morsures d'animaux domestiques et sauvages infectés. Selon l'OMS, donc, 90% des cas de rage humaine surviennent en Afrique. À l'occasion donc de cette journée, le ministre de l'Élevage et de la Pêche, Makan Aliou Tounkara, a fait une déclaration. Écoutons-le. Présente sur tous les continents. Cependant, selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 90% des cas de rage humaine surviennent en Afrique et en Asie. Plus de 40% des cas de rage concernent les enfants de moins de 15 ans. L'augmentation apparente du nombre de cas de rage est liée à certains comportements dont l'urbanisation et les déchets alimentaires qui conduisent à l'augmentation des chiens errants, la faiblesse de la sensibilisation sur la rage, le manque de moyens ou la réticence des propriétaires de chiens à payer la vaccination anti-rabique, la faiblesse des campagnes de vaccination systématiques. La maladie est caractérisée sur un plan clinique par une atteinte aiguë du système nerveux central avec des signes nerveux variés évoluant inexorablement vers la paralysie et la mort. Au Mali, la rage sévit de façon endémique, provoquant chaque année la mort d'animaux et d'hommes, notamment dans les grands centres urbains où la densité de la population de chiens est assez élevée. Ces pertes d'animaux et de vies humaines peuvent être évitées si certaines mesures, pourtant simples, sont observées. Il s'agit notamment de faire vacciner régulièrement les chiens et les chats. Toutefois, la personne mordue par un chien doit se rendre immédiatement dans un centre de santé pour recevoir des soins appropriés. Le chien mordeur doit être amené au service vétérinaire le plus proche pour être mis en observation. Voilà, Makan Aliou Tounkara, le ministre de l'Élevage et de la Pêche, est au micro de Fatoumata Kone. Partons à présent à Diogar avec le lancement ce matin des activités du projet de protection de l'environnement et du patrimoine collectif sur l'axe ferroviaire Kati-Kita-Banfi-Kenyeba-Falémé. Doté d'une enveloppe de 356 millions de francs CFA, ce projet financé par l'Union européenne a pour but de promouvoir le respect accru par les usagers et riverains des infrastructures publiques et réduire les impacts environnementaux sur l'axe. Était présent à la cérémonie les représentants des ministres des Transports et des Infrastructures routières, de l'Environnement et de l'Assainissement, du chef de la délégation de l'Union européenne et les autorités de la deuxième région. Envoyé spéciaux à Diogar, Falema Keita, Seydou Sissoko. Un nouveau projet sur l'environnement est né. Il s'agit du projet Passenda dont la première phase vient d'être lancée. D'une durée de 2 ans, ce projet concerne 13 communes dont Kati, Diogar, Sebekuro, Kita, Kenyeba. Le programme initié par le pôle des actions d'intégration des droits humains en Afrique vise à mener des actions urgentes de protection de l'environnement tout au long du corridor Bamako-Dakar. Ce projet vise essentiellement à responsabiliser les collectivités urbaines de la route, à mieux protéger l'environnement, mais aussi à mieux protéger la route. Ce vaste chantier va s'étendre de la ville de Kati au fleuve Falémé, soit une distance de 421 km. Il est financé par l'Union européenne. Vous en conviendrez avec moi, cet accompagnement doit se faire ensemble, car c'est le devoir de tous, usagers de la route, riverains, collectivités locales et territoriales, ainsi que l'État, d'accorder une attention particulière à la protection et à la préservation des infrastructures publiques et réduire les impacts environnementaux causés par la réalisation de tels projets routiers. Le programme doit contribuer à une meilleure surveillance des espèces fauniques et à la lutte contre les feux de brousse. Le département s'en réjouit vivement, car autant le développement des infrastructures routières est nécessaire, autant la prise en compte entière de la dimension environnementale dans nos différents projets et programmes de développement est indispensable quant à leur impact
efficience et durabilité. La réussite de ce projet sur l'environnement nécessite l'implication des populations du corridor Bamako-Dakar. Le projet Passenda tourne autour de 6 volets, parmi lesquels le renforcement et l'application de la nouvelle loi sur les ressources forestières, la responsabilisation et l'implication des collectivités dans l'aménagement des 4 forêts communautaires, à savoir Batama, Satadougou, Kassaro et Negela, la sensibilisation et l'éducation environnementale. En 4e région, lancement aujourd'hui d'un nouveau projet pour les personnes déplacées du nord du Mali, cité à Ségou. Le projet est intitulé « Rétablissement d'urgence de la capacité d'autoprise en charge des populations déplacées du nord dans la région de Ségou pour la restauration de la productivité agro-pastorale ». De Ségou, la correspondance de Fousseini Samaki. Ce nouveau projet, dénommé projet de rétablissement de la capacité d'autoprise en charge des déplacés du Nord dans les régions de Ségou-Sigasso par la restauration de leur productivité agro-pastorale, coûtera 260 millions de francs CFA. Cette initiative de l'ONG Convergence d'Action pour l'Environnement et la Santé, financée par la FAO, Fonds des Nations Unies pour l'Alimentation, va permettre l'achat et la distribution des semences maraîchères, d'outils agricoles, d'engrais, de produits vétérinaires, des kits nutritionnels et la formation sur les bonnes pratiques de la production maraîchère, de l'élevage et de nutrition. Nous avons identifié 2000 ménages qu'on va appuyer. Les 2000 ménages, c'est 1000 ménages dans la région de Ségou et 1000 ménages dans la région de Sigasso. On va leur donner des kits maraîchères et des kits d'élevage, accompagnés des formations sur les techniques maraîchères et sur les techniques d'élevage. Et puis on va faire des suivis. Les responsables de Ségou s'engagent à accompagner ces projets. Ce projet agropastoral contribuera à l'amélioration des conditions de vie des populations et de leurs revenus. Il apportera certainement un appui aux familles hôtes des déplacés, elles aussi éprouvées. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la sécurité alimentaire des ménages déplacés en leur facilitant la reprise des activités agropastorales. Détour à Bamako, hommage au docteur Kwame Nkrumah, père de l'indépendance du Ghana, véritable panafricaniste. Une journée lui a été dédiée aujourd'hui. Elle est organisée par l'ambassade de la République du Ghana au Mali. Alpha Maïga nous en dit plus. Ce jeudi 27 septembre 2012, les Ghanéens se souviennent. Ils se souviennent d'un homme, un grand homme. Il s'agit du père fondateur de ce pays, Dr Kwame Nkrumah. Et pour ce faire, les Ghanéens lui ont dédié une journée, une façon de rendre hommage au père de l'indépendance du pays Ashanti. À cette occasion, beaucoup de témoignages pour que les uns et les autres se rappellent de ce véritable panafricanisme. À côté, se sont battus Ahmed Sékou Touré, Modibo Keïta. En témoigne l'union des 3 pays, Ghana, Guinée, Mali. So, let me call you comrade. Sa vision panafricaniste pour le continent et sa vision pacifiste pour le monde sont sans conteste, comme en témoigne l'organisation au Ghana en 1962 de la conférence intitulée « Le monde sans bombe », à laquelle il y avait plus de 130 participants de plus de 40 pays. Le Ghana demeure résolument solidaire au Mali et assure que son intégrité territoriale sera gagnée. Au Ghana comme partout ailleurs, les Africains ont toutes les raisons de célébrer et d'honorer ces grands fils d'Afrique pour ses réalisations. C'est l'une des preuves que les morts ne sont pas morts. Ils sont parmi nous, dans nos esprits, comme le disait le poète. Les activités de la campagne d'information et de formation sur la citoyenneté et l'islam en lien avec l'éducation civique de la coalition des jeunes pour le Mali seront lancées le 4 octobre prochain. L'annonce a été faite cet après-midi à la faveur d'une conférence de presse. La campagne sera marquée par des sessions de formation couplées à la distribution des livres sur l'éducation civique en arabe dans les médersa. Compte rendu Boubacar Sissoko. La campagne sera lancée le 4 octobre prochain à Bamako. Elle couvrira les régions de Sikasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako. Au cours de la campagne, la COGEM animera 12 sessions de formation sur l'éducation civique et morale en lien avec l'islam. Échanger avec 1800 jeunes
élèves et maîtres de médersa sur l'éducation civique et morale, toucher 50 médersa au terme de cette campagne et sensibiliser 600 jeunes leaders sur l'importance de leur participation au processus électoral. À travers cette campagne, la COJEM veut contribuer à la culture de la citoyenneté au niveau des élèves des médersa et des jeunes leaders, ce qui est une motivation pour l'ambassade des États-Unis au Mali. La démocratie et le développement ne peuvent pas aller sans un citoyen bien formé et informé. Cette initiative est certes modeste, mais traduit la volonté et la disponibilité du gouvernement américain à aider de son mieux les citoyens des pays amis à renforcer leurs capacités et à assurer leur propre prise en charge par une participation de qualité à la vie de leur pays. De la campagne. Les initiateurs de la conférence trouvent que cette campagne pourrait contribuer à édifier les groupes cibles sur la question afin de les éloigner des milieux intégristes musulmans. De nouvelles salles de classe pour le village de Nyangorobougou dans la commune rurale de Kaboïla, un geste de la fondation Toguna Agro-Industrie. La remise des clés des 3 salles de classe aux autorités scolaires et communales a fait l'objet d'une grande mobilisation. C'est ce que nous dit nos correspondants à Sikasso, Oumar Maïga et Cheikh Tangara. Cette date du 22 septembre 2012, qui consacre le 52e anniversaire de l'indépendance du Mali, restera gravée dans la mémoire des populations de Nyangorobougou qui viennent de recevoir de la fondation Groupe Toguna Agro-Industrie les clés de 3 salles de classe équipées au titre de l'année académique 2012-2013. Un don qui va sans nul doute, d'une part, combler l'insuffisance des salles de classe, mais aussi et surtout améliorer les conditions d'études et de travail des acteurs de l'éducation du village de Nyangorobougou, situé dans la commune rurale de Kaboïla. C'est une épine de moi que Toguna vient d'enlever de notre pied. Parce que le processus de construction de ces classes au niveau du Cap Sikasso ne suit pas vraiment le cours de l'évolution de la démographie. Pour les heureux donateurs, à savoir la fondation Groupe Toguna Agro-Industrie, le savoir est la clé de voûte de tout développement. La fondation Groupe Toguna Agro-Industrie marque ici sa volonté à accompagner les populations de ces zones d'intervention, à prendre en charge les problèmes liés à la promotion de l'agriculture, mais aussi à ceux de l'école et de la santé. Un geste de la fondation Groupe Toguna Agro-Industrie, vivement apprécié par le chef de village, le maire de la commune rurale de Kaboïla, qui, au nom des populations bénéficiaires, ont assuré que bon usage sera fait des joyaux avec à la clé un fort taux de scolarisation des enfants, espoir de demain. Les hommes du commissariat de police du 15e arrondissement viennent de mettre hors d'état de nuire une bande de malfrats dirigée par un certain Boubacar Karambi. Il s'agit de bandits armés qui enlevaient des mobylettes à domicile ou dans des parkings de Bakodjigoroni. Alpha Maïga, les détails. Il s'agit là d'un fait divers qui rappelle à plus d'un égard une histoire, celle du voleur et l'âne, une fable de La Fontaine. Et voici les faits. Pour une moto volée, 2 voleurs, l'un Boubacar Karambé et l'autre Yacouba Sangaré se battaient. Quelques minutes après, arrive un 3e voleur, Soumaïla Kouyaté, qui s'empare de la moto avant d'aller la vendre à un vil prix. Les hommes du commissariat du 15e arrondissement, informés suite à une plainte pour vol de moto, mettent aussitôt leur machine de recherche en branle. C'est le couronnement de l'effort consenti par les éléments depuis un certain temps. C'est ce qui nous a conduit à opérer cette arrestation. La première prise concerne les 3 premiers caïds, restés comme ça depuis le mois de juin. Et nous avons pris 2 mois d'investigation pour pouvoir les arrêter. Sous la direction du commissaire Konaté, les policiers du 15e arrondissement ont également mis aux arrêts un gérant de parking moto pour vol. Ce dernier utilise une méthode très subtile. La deuxième prise concerne un Guinéen
travaille au niveau des Paradise au restaurant. Il se passe naturellement, il est cuisiné au niveau du Paradise de cet établissement. Et souvent, en ces temps perdus, il s'occupe du parking. Donc à ce niveau, il a sa façon d'opérer, c'est il délivre des tickets à certains visiteurs et à d'autres, il ne délivre pas de tickets. Le visiteur malheureux qui n'a pas reçu de tickets, généralement, dès qu'il a le temps, il trouve un moyen de s'accaparer de la moto de ces derniers. En tous les cas, les voleurs de moto n'ont plus de chance ces temps-ci. Les forces de l'ordre et de sécurité veillent bien au grain et n'attendent de laisser aucune marge aux malfrats qui ont longtemps sémé la terreur. Sport afro-basket féminin des moins de 18 ans, la phase de poule a pris fin hier avec la qualification pour les demi-finales. Les Aiglones affronteront ce vendredi, demain, en demi-finale, leur homologue d'Égypte. Du Dakar, le point c'est avec Koji Sidi. Sur 12 pays attendus, 6 ont finalement pris le départ de cet afro-basket féminin des moins de 18 ans. Les Aiglones du Mali débutent face aux favoris. Après une défaite devant les championnes d'Afrique égyptienne, les Maliennes étaient sur le point de réussir un bon coup contre le pays organisateur, le Sénégal. Nos basketteuses dominent quasiment les 2 premiers cartons. Énergie défensive et adresse au tir. Le Sénégal est dominé à la mi-temps, 40 à 20. Mais les choses se compliquent dans les 2 derniers cartons. L'entraîneur Mohamed Salia Maïga avait peu utilisé son banc et perd 3 intérieurs avant le money time pour 5 fautes. Le Sénégal l'emporte 54-52. Il fallait réagir face à l'Angola pour se donner de l'espoir pour la suite. Les nôtres négocient bien ce match. Il faut tout de même reconnaître qu'elles ont toujours du mal à gérer les 2 derniers cartons. Score final 55-37 pour le Mali. Face à la Tunisie, les Aiglones se portent mieux. La victoire était impérative pour s'assurer une bonne suite dans la compétition. En plus d'avoir gagné, les Aiglones ont su relever la tête dans le 3e acte de jeu, contrairement au match précédent. Le dernier match de poule se dispute face au Kenya. Occasion de valider le ticket pour la demi-finale, avec surtout un meilleur classement pour éviter le premier de la phase de poule. Large victoire du Mali, 68-40. Un premier tour qui a vu l'équipe malienne avec 2 visages. Les premiers matchs ont été difficiles parce que moi j'avais un nouveau groupe. Je n'étais pas habitué à la compétition de la Coupe d'Afrique. Deuxièmement, il y a le problème de l'altitude. Je crois que les gens, à notre niveau, on a un peu négligé. On n'était pas tellement adaptés. Donc il y a d'autres petits facteurs qui ont fait que les premiers matchs, on les a mal gérés en réalité. Parce que l'équipe a très bien joué, mais n'a pas pu gérer les scores qu'on a marqués. Donc ça, on a été de travailler là-dessus. Je crois que les 3 derniers matchs nous ont permis de rectifier un peu les tirs et chercher la qualification. Parce que le premier objectif pour nous, c'était d'être en demi-finale. La compétition reprend ce vendredi avec les demi-finales. Les Aiglones affrontent l'Égypte, un adversaire qui nous avait difficilement battu lors de la phase des poules. Et bonne chance aux Aiglones. Fin de ce 20h. Les programmes de l'ERTM continuent. L'interview de la semaine reçoit ce soir Suleiman Sissi, cinéaste homme de culture. Avec lui, il sera question de problèmes liés à l'industrie et à la production cinématographique au Mali, sans oublier l'actualité du moment. L'interview de la semaine, une présentation de Yaya Konaté à suivre donc après ce journal. Et grand merci à nos téléspectateurs du Ghana. Je serai là demain, même heure, même plateau. D'ici là, retenez que nous sommes de cœur et d'esprit avec nos compatriotes des régions du nord du Mali, vivant sous occupation. On ne vous oublie pas. Bonsoir et à demain. Merci.